Je vous propose d'entrer tout de suite dans la première table ronde. Comment les industries d'un même territoire peuvent-elles travailler ensemble pour être plus vertueuses? C'est vrai que l'urgence nous dicte la planète a en quelque sorte rebattu les cartes. Il nous faut aujourd'hui penser autrement notre rapport à la production, inventer, on l'a dit, de nouveaux modèles et probablement avant tout cela changer de regard, de mindset, comme on dit. Il va de soi que c'est évidemment plus simple à dire qu'à faire. Quand les pratiques industrielles, les modes de fabrication, les usages sont installés, très installés parfois. Et pourtant, l'accélération des changements climatiques, la chute de la biodiversité nécessite de modifier nos schémas de pensée. Alors comment? C'est toute la question. Mais vous allez voir que des pistes existent et que des forces vives se sont déjà mises en mouvement avec comme matrice le territoire, la co-construction, la circularité, le partage de valeurs. Alors, comment l'ingénierie peut-elle être une pièce maîtresse dans ce débat? Je vais demander à Laure Flandrin de poser le cadre pour nous, enseignante-chercheuse à l'École Centrale Lyon, maître de conférences en sciences sociales, plus particulièrement en économie. Bonjour Laure et merci d'être avec nous. Je vous laisse prendre le micro. Vos axes de recherche portent à la fois sur la guerre économique et les sciences du vivant, deux sujets qui vous ont porté à travailler sur le développement durable et la nécessité justement de changer de modèle économique pour aller vers une économie dite régénérative. En quoi est-elle différente de celle que nous vivons à l'heure actuelle? C'est vous qui avez les clés. Alors, merci Raphaël. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler d'un modèle émergent, c'est le modèle de l'économie régénérative, avec un double objectif. Donc, d'une part, je vais essayer de poser les finalités du modèle, et d'autre part, je vais essayer de vous montrer en quoi l'écologie industrielle est un levier pour atteindre ces finalités, puisque ce sera le sujet de la table ronde à venir. Donc, pour commencer, en fait, pour comprendre ce qu'est l'économie régénérative, on peut commencer par l'opposer au modèle dégénératif ou au modèle destructif. Notre économie, l'économie telle que nous la connaissons, elle est extraordinairement extractiviste en amont. Elle est prédatrice des ressources non renouvelables, évidemment, mais elle est aussi prédatrice des ressources renouvelables. Et elle est aussi extraordinairement polluante en aval. Et sur ce point, on a peut-être des problèmes en aval qui sont plus graves que les problèmes en amont. Alors, le terme de régénératif, en fait, par sa connotation vitaliste, il invite à considérer que ce modèle productif destructif, en fait, compromet aujourd'hui l'habitabilité terrestre. Et je ne parle pas simplement des espèces non humaines qui sont effondrées, je parle aussi potentiellement des humains eux-mêmes qui dépendent vitalement de cette biodiversité. Alors, évidemment, avec l'économie régénérative, l'idée, l'enjeu ultime, c'est de se substituer à l'existence, c'est de se substituer à ce paradigme dérégénératif. Alors, pour autant, il ne s'agirait pas, avec l'économie régénérative, de limiter ou de réduire nos impacts négatifs, ou bien de les compenser dans une logique de compensation carbone externalisée hors cœur de métier de l'entreprise. Il ne s'agit pas de ça dans l'économie régénérative. Il s'agit au contraire de régénérer les écosystèmes dont nous dépendons vitalement, c'est-à-dire donc d'activer des processus d'auto-guérison des milieux naturels, qui sont des processus naturels en fait, et éventuellement d'augmenter les potentialités écosystémiques des milieux naturels que nous avons dégradés. Donc en fait l'idée c'est de dire que si nous nous contentons de réduire les impacts négatifs, nous sommes dans une réduction homothétique du système tel qu'il existe. Or, la régénération propose de changer complètement de modèle en fait, de refaire coévoluer l'économique, le social et l'environnemental. Alors, cette idée, pour l'instant, on est un peu coincé dans la logique de la réduction des impacts négatifs, en fait. Pourquoi? Parce que nous héritons, Raphaël l'a dit, des macrosystèmes techniques fossiles anciennement installés, et aussi par ailleurs, donc en fait, on est coincé dans la logique de réduction d'impact, pour des raisons matérielles, parce qu'il y a cette inertie des macrosystèmes techniques fossiles dont nous héritons, mais aussi parce que la nature de l'innovation que nous pratiquons en fait dans l'économie, elle est avant tout incrémentale, c'est-à-dire qu'elle se fait dans une logique de gestion des externalités négatives de la croissance passée plutôt que dans une logique de rupture. Et nous sommes également incapables de sortir de la logique pure de réduction en fait des impacts négatifs, pour des raisons culturelles, pas seulement pour des raisons matérielles, mais aussi pour des raisons culturelles, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal
à imaginer une économie qui fasse autre chose que détruire. On a beaucoup de mal même à imaginer positivement une économie qui régénérerait les écosystèmes naturels ou les systèmes biosociaux, on va dire, parce qu'elle produit. Ça, on pense fondamentalement l'économie comme un domaine antagonique au vivant. Ça, on a une pensée qui est structurée de manière dualiste, et nous pensons que l'économie prospère là où la biodiversité est réduite, en fait. Ou inversement, nous pensons que la biodiversité va prospérer là où l'économie se ramène à la portion congrue. Et en fait, cette vision, elle est totalement fausse. On a des travaux récents en écologie humaine, par exemple, qui nous montrent que dans certaines économies dites primitives, par exemple, les hommes, les humains se comportent comme espèces clés de voûte, notamment parce que ils ont des pratiques de prédation des espèces naturelles invasives. Donc, ils sont espèces clés de voûte et ils sont pas du tout en affrontement à l'écosystème naturel. Alors, évidemment, même si dans la littérature sur l'économie régénérative, il est question de revaloriser des savoirs traditionnels indigènes que nous avons perdus, il n'est pas du tout question de redevenir une société de chasseurs-cueilleurs itinérants. Parce que l'histoire humaine, elle a un sens, elle ne repasse pas les plats, et on n'a jamais vu des sociétés à État, avec une économie fortement capitalistique, fortement divisée, redevenir des sociétés préagraires. Ça n'existe pas. Donc, par contre, le message de l'économie régénérative, c'est de dire qu'à la manière de ces économies primitives, il faut refaire coévoluer, je le disais tout à l'heure, l'économique, le social et l'environnemental. Alors, cette idée en fait, pour l'instant, la sphère économique, elle est toute puissante. Elle traite le social comme une variable d'ajustement et l'environnemental comme un sous-système. Alors, on a eu dans les années 90 le développement durable qui nous disait, en fait, il faut trouver la petite intersection entre les trois cercles, et ça, c'est la durabilité. En fait, l'économie régénérative renverse ce modèle et dit, non, en fait, il faut réencastrer l'économique dans le social qui lui-même est réencastré dans l'environnemental. Mais alors cette idée, elle n'est pas neuve. Dans les années 70, on a des grands économistes comme René Passé ou comme Georgescu Roegen, qui est un grand économiste roumain, qui le disait déjà. Georgescu Roegen, par exemple, c'est un grand économiste qui nous disait que l'économie, elle est soumise à des lois économiques, à des lois naturelles, qui ne sont pas économiques, et notamment à la loi d'entropie. Et donc, elle n'aura pas d'autre choix que de se resynchroniser avec la biosphère. Il nous disait aussi une autre chose importante et qu'on retrouve dans la littérature sur l'économie régénérative. Il nous disait que, en fait, pour que l'économie soit réencastrée dans la sphère sociale et environnementale, il faut qu'elle se recentre, il faut qu'elle soit recentrée sur la production des besoins humains fondamentaux. Donc, se loger, se vêtir, se chauffer, échanger des informations, il va falloir le faire de manière à trouver des relations qui soient réciproquement profitables entre l'économique, entre l'ingénierie, l'économique, le social et l'environnemental. Pour l'instant, on ne sait pas tellement faire ça, voilà. Alors, sur cette idée de coévolution, justement, je disais, elle n'est pas tout à fait neuve, cette idée. Elle vient. Alors, ce schéma général, il est en place depuis les années 70. Puis, disons que dans les années 80, il a été décliné à partir de secteurs bien particuliers. Donc, par exemple, l'économie régénérative, elle a été formalisée pour l'agroforesterie, qui, comme vous le savez, au niveau mondial et avec le système industriel, thermo-industriel, l'un des deux grands systèmes qui dysfonctionnent au niveau mondial, puisque on a un quart des émissions de carbone au niveau mondial qui lui sont imputables. Donc l'agroforesterie, l'agroécologie régénérative, c'est une critique du système agro-industriel qui consiste à dire là où en fait nous avons simplifié à l'extrême nos paysages agricoles avec des monocultures juxtaposées en silos, il va falloir rediversifier. Et là où nous avons mis du capital, c'est-à-dire de la chimie et des machines thermiques pour produire, il va falloir réintensifier le secteur en travail. Voilà. Et après, en fait, ça c'est des grands principes généraux de l'économie régénérative qui ont cheminé vers d'autres secteurs, et notamment vers l'hydrologie régénérative. Et dans les années 80, on a des travaux autour du nouveau paradigme de l'eau qui sont portés par le Water Institute, par exemple, de Californie ou de Slovaquie. Ensuite, le concept se généralise vers l'architecture régénérative. Et puis, la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut généraliser le modèle, en fait ? Est-ce qu'on peut avoir une industrie automobile régénérative des sols ? Est-ce qu'on peut avoir une industrie spatiale régénérative ?
Et est-ce qu'on peut avoir une macroéconomie régénérative? Parce qu'il va falloir produire des effets macroéconomiques, en fait. Donc ça, c'est une question qui est posée et qu'en fait, les théoriciens de l'économie régénérative renversent. C'est-à-dire que les théoriciens de l'économie régénérative vont dire, bon, en fait, il vaut mieux penser essaimage à partir d'une base locale territorialisée plutôt que du partir du niveau macro pour redescendre ensuite sur le niveau micro. Sans doute parce que le niveau macro ou le niveau étatique ou interétatique déçoit depuis 40 ans et n'a pas montré une capacité réelle à gérer les problèmes environnementaux. Donc, c'est là que je vais faire le lien avec la table ronde à venir, c'est-à-dire qu'en fait, l'économie régénérative, elle nous dit, pour être régénératif, il faut faire comme le vivant. Et le vivant est donc commencer par s'organiser en bouquet d'interdépendance, en écosystème territorialisé. Et donc remettre en coopération les différents acteurs d'un territoire plutôt que d'avoir de la concurrence entre eux. Alors si je peux me permettre de finir... Juste sur un exemple, sur un exemple qui permet de montrer en quoi l'écologie industrielle permet partiellement d'atteindre les finalités du modèle régénératif. Prenons le cas de H2X, qui est un acteur, peut-être que certains d'entre vous connaissent, qui est bien repéré par l'AFNOR, et qui est un acteur de l'hydrogène vert, en fait, sur le territoire breton. Bah, si vous prenez H2X, qui se réclame, qui se revendique du modèle régénératif, bah, en fait, que fait H2X? À l'inverse de l'économie mainstream, disons, H2X va partir des besoins énergétiques d'un territoire pour co-construire des solutions, enfin des possibilités techniques durables, on va dire. Et donc, à partir de briques technologiques, de piles à combustible, de réservoirs amovibles, qui sont assemblés de manière complexe dans des générateurs, H2X se propose de se comporter comme un Lego de l'hydrogène. Alors, en quoi c'est régénératif? Ben, en fait, on peut regarder plan par plan. Donc, disons, au niveau de l'ingénierie, on a une conception modulaire et interopérable des produits, qui permet de faire évoluer ces produits sans avoir à les jeter parce qu'un composant serait défectueux ou parce qu'il serait déclassé par du progrès technique. Sur le plan économique, on a l'intégralité de la valeur qui est redistribuée sur le territoire. Sur le plan social, on a des besoins en mobilité qui sont documentés au plus près des sites de production de l'hydrogène, justement pour éviter un transport qui serait coûteux. Sur le plan environnemental, maintenant, l'hydrogène est exclusivement produit à partir de ressources locales, donc les eaux usées de stations d'épuration, les biodéchets des agriculteurs et des ENR. Et les coproduits de l'hydrogène sont systématiquement valorisés. Alors, si on raisonne plan par plan, H2X fait du circulaire. Mais en fait, il y a quand même une visée régénérative parce que la régénération, c'est pas seulement l'idée qu'on va réemboîter l'économie dans le social et dans l'environnemental, comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi l'idée qu'on va aller chercher des synergies entre ces différents niveaux. Et donc, par exemple, la H2X dit, voilà, moi, au niveau social, je vais développer des solutions coopératives plutôt qu'individuelles, par exemple avec la mutualisation de flottes de voitures à hydrogène, parce que ça nous permet d'aller vers une économie de la fonctionnalité qui permet de régénérer les ressources industrielles de la technosphère. Donc là, vous avez de l'innovation sociale qui permet de régénérer la technosphère. Ou bien, quand H2X cherche à produire son hydrogène avec des ressources locales et qu'elle le fait de manière peu coûteuse en fait, elle permet de redynamiser, de redynamiser les entreprises, de redynamiser le bassin d'emploi et éventuellement aussi, c'est quelque chose qui compte, de donner accès à une entreprise à une énergie qui soit indépendante, disons, des chocs d'approvisionnement géopolitique. Et donc là, on a la recherche de performance environnementale qui rétroagit positivement sur la technosphère aussi. Enfin, on a cette recherche sur le social puisque on a du coup plus d'emplois, des entreprises dont les coûts de production sont allégés, etc. Voilà. Donc le régénératif, c'est pas seulement on réemboîte les sphères de manière hermétique et statique, c'est en dynamique. On cherche les boucles de rétroaction positives, comme on dit en économie ou en physique, entre les différents niveaux. Alors maintenant, pour terminer, juste,
certes, on peut dire, voilà, cette écologie industrielle, on pourrait appeler de nos voeux, le fait qu'elle se généralise, bon, certes, mais il va falloir passer à échelle macroéconomique, en fait, et produire des effets macroéconomiques, parce que cette écologie industrielle, régénérative, l'enjeu, c'est qu'elle se substitue à l'existant, et non pas qu'elle vienne s'ajouter à l'existant dans la logique additive qu'on connaît bien, malheureusement, pour l'énergie. Voilà. Merci. J'ai un peu dépassé, mais... Merci beaucoup, Laure, de cette présentation. Je vous propose qu'on entre ensemble dans ce premier débat, dans le concret, hein, en quelque sorte, avec celles et ceux qui ont déjà jeté finalement un peu les bases de ces nouveaux modèles. Je vais demander à Laurence Bory-Bancel, présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône, de bien vouloir nous rejoindre. La CNR qui, au fil du temps, a élargi ses missions pour redistribuer une partie de ses richesses au territoire et qui s'est diversifiée puisqu'elle travaille au développement d'énergies nouvelles. Isabelle Delannoy, que j'ai vue tout au fond de la salle, qui va nous rejoindre, présidente de l'entreprise Symbiotique, qui aide aussi les territoires et les entreprises à se transformer pour les aider à innover, à aller vers l'économie régénérative dont on vient de parler. Juste à côté aussi, Antoine Denoix, qui va nous rejoindre, président directeur général d'AXA Climate. Cette notion d'entreprise régénérative, on va le voir, vous la portez également chez AXA Climate, puisque c'est une des raisons d'être, hein, finalement, d'AXA, la rendre universelle en engageant les entreprises à prendre ce tournant. Et Guillaume Massard, que j'ai vu également, qui va nous rejoindre, qui vient de Genève pour nous rejoindre, directeur général de la FTI, la Fondation pour les terrains industriels de Genève. Vous travaillez sur ces questions depuis plus de 20 ans. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Je vous propose de prendre tout de suite un micro. On a vu dans l'intitulé de cette table ronde, travailler ensemble pour être plus vertueux. Sur le papier, c'est vrai que ça semble une évidence. Je vais peut-être commencer par vous, tiens, Antoine, si vous le voulez bien, parce que si on regarde la situation avec le prisme assurantiel, on comprend immédiatement qu'à 2030, et a fortiori à 2050, si rien ne change, les risques, finalement, seront tels que vous ne serez plus en mesure d'assurer, mais probablement que l'économie ne sera plus en mesure de fonctionner de la même manière non plus. Alors, le raisonnement est très bon. Alors, quelques mots sur donc AXA Climate. Nous, depuis 6 ans, on fait de l'adaptation climatique. Donc, c'est cette idée assez simple de projeter nos territoires à 2030-2050 et de faire réagir les entreprises sur ce qui va leur tomber dessus. Et donc, pour rejoindre ce que vous dites, en effet, il y a un vrai enjeu d'assurabilité des territoires, puisque le propre des risques climatiques et environnementaux, c'est que c'est des risques extrêmement locaux. Si on prend par exemple le retrait-gonflement d'argile, vous savez, ces fissures qui parcourent à peu près 1 million de pavillons des Français et des Françaises sur le territoire. En fait, ça dépend beaucoup du génie du lieu, comme diraient les architectes. C'est-à-dire qu'à quelques mètres, à quelques kilomètres près, en fonction de l'hydrologie, la sociologie, l'aménagement du territoire, vous avez un risque ou pas. Et quand vous voulez prévenir ce risque, eh bien, dans un village, il va falloir couper des arbres pour réduire l'humidité et préserver le risque de baisser le risque de fissure. Et dans le village d'à côté, si je caricature, la solution de prévention ne sera pas la même. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, nos modèles mécanismes de grandes entreprises se sont construites et financiarisés largement sur des questions de volume et d'uniformisation, de standardisation, et que le risque climatique fait peser un risque sur l'ensemble des territoires. On parle de la montée des eaux, on parle de l'éboulement pour la montagne, on parle des sécheresses dans le bassin méditerranéen, et donc oblige de fait les entreprises à réatterrir sur les territoires et à trouver des solutions locales. Et pourquoi c'est intéressant par rapport à notre sujet du jour, c'est que fondamentalement, alors moi je suis plutôt un petit gars du digital et de la data, c'est par ça que j'ai commencé. On parlait toujours de coopération à l'époque et j'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose d'un peu bullshiteux autour de cette logique. Et c'est vrai qu'il faut affronter la réalité. Le numérique n'a pas amené à une grande coopération entre les entreprises, les GAFAM et les plus petites entreprises. Par contre, ma conviction, notre conviction, c'est que ces risques climatiques sont le prétexte d'une coopération réelle. On accompagne par exemple des coopératives agricoles dans un même bassin versant. Elles doivent progresser sur leur consommation d'eau. Quand elles partagent un même bassin versant, on fait l'hypothèse qu'elles n'y arriveront qu'à partir du moment où elles coopéreront pour résoudre le problème de l'eau sur un bassin versant donné. Et
Je vois que vous me... Non, mais je vous je serai pas trop, vous inquiétez pas. Ça me donne envie de faire, parce que vous parlez effectivement de bassin versant, ça me donne envie de passer la parole à Laurence Boribancel, parce que cette notion de territoire que vous mettez en exergue, cette prise en compte du territoire, finalement, quand on regarde le travail de la CNR dans le projet de départ même, j'ai envie de dire, par celui qui a été pensé par les pères fondateurs, c'était déjà ça, c'était cette notion de territoire. Aujourd'hui, le point d'entrée de la réflexion, c'est que les collectivités, les TPE, les ETI, les grands groupes, tout le monde est confronté en fait en même temps aux mêmes problématiques, et pourtant il faut les décliner de manière différente en fonction des territoires. Oui, en effet, CNR, on a dans notre ADN les territoires, puisqu'on a 183 collectivités à notre capitale. Donc en effet, nous, le premier territoire historique de la CNR, c'est la vallée du Rhône. On nous a confié le Rhône, gestion holistique du Rhône, production d'électricité bien entendu, mais également navigation et irrigation. La question de l'eau est clé pour nous. Et en effet, lorsque notre credo, si je puis dire, c'est de travailler avec les territoires. Et j'ai quelques exemples concrets. D'abord, travailler avec les territoires en faisant travailler les entreprises de nos territoires. Il faut savoir que CNR, on est une société publique, donc on est soumis au code de la commande publique. Il n'empêche que, in fine, 90% des achats que nous faisons autour de la concession du Rhône sont des achats qui sont faits en France et dans la vallée. Donc je dirais c'est possible. On est aussi vigilant sur les territoires quand par exemple on mène des projets d'ingénierie. Alors on n'est pas une entreprise taguée régénérative, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit, mais je me demande si on n'est pas un peu comme Monsieur Jourdain, on fait un peu de régénératif sans le savoir, parce que on a vraiment l'économie, le social et l'écologie qui sont encastrés, et j'ai bien aimé le mot, dans notre modèle. Donc on a la spécialiste avec nous, donc à mon avis elle va vous répondre. Avec grand intérêt, merci d'avance. Et un autre exemple de ce que la CNR fait pour les territoires, c'est par exemple, on a entendu parler le mois dernier de notre action sur la régénération écologique des berges du Rhône, et notamment dans la zone de Pierre-Bénite. Et on va faire ce projet en ayant le souci de notre impact CO2. On a choisi, dans les appels d'offres qu'on a menés, de prendre en compte l'impact CO2 des entreprises qui répondent. Et ça faisait partie des critères de notation. Et pour avoir un ordre de grandeur, parce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle, je suppose, finalement, on avait une entreprise, en moyenne, les entreprises répondantes émettaient 900 tonnes de CO2, et on a choisi celle qui émet 630. Donc voilà, donc c'est des briques qui font que CNR se soucie de l'aspect économique de ces territoires, mais également de la biodiversité des territoires. Finalement, c'est peut-être cette donne de départ-là, ces changements climatiques qui vont nous permettre de travailler encore plus ensemble. Isabelle Delannoy, on fait face finalement, et on s'en rend compte, à une multitude de crises. Il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de territoires aussi qui ont conscience des risques, mais qui ne savent pas forcément par où saisir le sujet. Je le disais tout à l'heure, c'est assez facile de dire qu'il faut changer de modèle, c'est un peu plus compliqué de le faire, tout en continuant, quand on est une entreprise notamment, à faire fonctionner la machine à produire. Donc comment est-ce qu'on peut les aider à attraper le sujet, si j'ose dire ? D'abord, je voulais dire merci de nous inviter à cette journée qui est très enthousiasmante et prometteuse, et parce que les ingénieurs façonnent justement notre territoire. Ils ont fabriqué absolument tout ce qu'il y a dans cette salle, les chaises sur lesquelles on est assise, les tables, les rues, les infrastructures, et les ingénieurs façonnent le monde. Donc je suis aussi très heureuse du fait qu'on se focus sur le territoire, que ce soit 4 grandes, j'espère pas faire des rangs, c'est bien 4, oui, c'est ça. Grandes écoles du territoire, parce qu'on doit se réinscrire dans sa biorégion, dans son territoire, pour pouvoir être dans ces dimensions régénératives, où en effet la durabilité, dans un monde fini,
on ne peut pas avoir de durabilité sans régénérer ses ressources. Je crois que c'est ce à quoi on arrive aujourd'hui comme réflexion, comme logique. Vous dites dans un monde fini. Dans un monde fini. C'est important parce qu'il y a encore des gens, et je pense que vous êtes nombreux ici à le partager, il y a encore des gens qui pensent, vous en faites partie je crois Antoine, qu'on n'est pas dans un monde fini. Et ça c'est peut-être le postulat. Or, on l'est. On le voit maintenant au niveau géopolitique, on le voit à tous les niveaux, les secousses sont énormes. Et j'en viens justement pour répondre à votre question. Et du coup, en fait, comme on a fonctionné sur une économie où on pensait justement à des modèles d'affaires, des modèles techniques, des modèles productifs, dans un monde infini, hein, on se croyait au Far West, en fait, on se rend compte qu'on est dans un Spoutnik. Et eh bien, on a créé des modèles, comme tu disais, très standardisés, en volume, sur des chaînes mondialisées. Et aujourd'hui, c'est bien ça qui est en train de rompre, à tous les niveaux, pour des raisons sanitaires, pour des raisons écologiques, pour des raisons géopolitiques, pardon. Et donc, on voit ces chaînes se fracturer et les entreprises perdre en robustesse. Pourtant, elles sont structurées pour répondre à cela. Comment ? Or, une économie qui régénère ses ressources est une économie qui fonctionne en écosystème, on l'a dit. Vous l'avez très très bien dit. Et la robustesse, elle la trouve sur son territoire. Donc en fait, les entreprises, pour pouvoir faire, et les villes aussi, hein, pour pouvoir faire cette transformation, en fait, elles ne peuvent pas se transformer d'emblée. Parce qu'elles ont un squelette qui est fait pour l'ancienne économie. Donc en fait, nous, ce à quoi on arrive après 10-15 ans d'expérience, c'est ne cherchez pas à vous transformer d'emblée. Au contraire, gardez vos modèles robustes, mais par contre, innovez. Innovez et créez vos cellules d'expérimentation. Soyez très ambitieux, mais humbles. Ambitieux parce qu'il faut changer de structure, il faut changer de modèle, il faut changer de squelette. Il faut se transformer de logique mentale, entrepreneuriale, des services achats, des services administratifs, de tous les services, eh bien, il faut les transformer d'une logique linéaire à une logique systémique. C'est pas possible. Vous pouvez pas changer le squelette d'une personne. Vous êtes obligé, en fait, de créer une nouvelle cellule avec le même ADN de son métier, de sa raison d'être, mais territorialisée et en système. Donc, pour cela, il faut partir des besoins. Et il faut agir avec son écosystème parce que vous ne le faites pas. C'est trop radical. Si vous voulez le faire pour des raisons idéologiques, on va faire un peu d'écologique, un peu de social, vous devez partir de vos besoins stratégiques et inventer une nouvelle donne. Ouais, ça doit être vraiment la nouvelle colonne vertébrale en fait, du projet. C'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé aussi, Guillaume Massart. Est-ce que vous avez le sentiment, depuis la Suisse, que les choses ont changé ? La donne n'est pas forcément la même en France et en Suisse d'ailleurs. Normalement, les micros sont ouverts. Voilà, là-haut, vous m'entendez. Merci, bonjour. Donc, merci pour cette invitation. Évidemment, avec un regard un petit peu extérieur, même si j'ai pas mal travaillé en France également dans ma carrière. Oui, je pense que les choses changent. Je pense qu'il y a deux strates. D'ailleurs, dans les deux, l'ingénieur a un très grand rôle à jouer. Celle du territoire qui était déjà mentionnée. On doit le restructurer. Il y a un rôle public là-dedans. Il y a un rôle technique. On doit donner à une forme d'économie. Et ça m'a beaucoup réjoui de voir qu'on peut avoir ici un débat où l'économie n'est pas absente ou n'est pas niée en fait par les questions de durabilité ou les questions de régénération de nos écosystèmes, mais c'est bien en les rassemblant en fait qu'on va y arriver. Donc il y a cette strate du territoire et il y a cette strate humaine. Les choses ont changé, oui, pour avoir commencé il y a une vingtaine d'années sur les réseaux entre entreprises. On cherchait péniblement à rentrer dans les entreprises, à obtenir quelques données sur leur flux de matière, leur énergie, leur chaîne logistique. Aujourd'hui, les choses ont quand même radicalement changé. Il y a des enjeux de transparence qui sont arrivés dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises se saisissent du domaine, savent qu'elles peuvent être aussi critiquées pour des non-actions ou de la non-transparence. Donc on a beaucoup plus de données qui sont disponibles dans l'espace public, dans l'espace de travail des différents acteurs. Et ce qui a changé aussi, c'est qu'on est passé de mon expérience de réseau de spécialistes de la durabilité qui voulaient influer sur un certain nombre d'acteurs économiques à des vrais réseaux d'entreprises, donc
dans la structure classique de l'entreprise, et ce sont les entreprises elles-mêmes qui viennent dans ces réseaux aujourd'hui partager, chercher de l'information, chercher des manières de se rapprocher, chercher des nouvelles collaborations, chercher à innover ensemble. C'est des facteurs qu'elles analysent aujourd'hui sous la forme, alors peut-être un peu, finalement ça va pas toujours dans le bon sens, mais aussi dans une forme de résilience de leur propre modèle. Donc on va rester dans l'optimisation d'un modèle qui n'est peut-être pas celui souhaité, en tout cas pour nos limites planétaires. Mais néanmoins, ça montre quand même une belle ouverture, je dirais, un vrai changement. On passe du professionnel ou de l'ingénieur qui va chercher à optimiser le système à une vraie prise de conscience des entreprises. Vous parlez de changement, vous parlez de limites planétaires. J'ai oublié de le préciser, mais il y en a 6 sur 9 qui sont d'ores et déjà dépassés. Donc il faut agir. Et pour l'instant, on n'agit pas forcément comme il faudrait le faire. Antoine, chez AXA Climate, vous dites justement agir ne suffit plus en réduisant seulement nos impacts. Ça, c'est le premier step, si j'ose dire. Maintenant, il faut véritablement faire pivoter les choses. Il faut jeter les bases d'un nouveau pacte économique si on veut continuer justement à avoir un semblant d'économie. Alors, moi, j'ai pas cette prétention je suis tout petit, on est 250 à peu près et un tiers de scientifiques, mais on a un bon terrain d'observation de ce que font les entreprises. Ce qu'on voit, c'est que le risque majeur, c'est le déplacement de problèmes. Et ça, j'ai la chance de parler à une assemblée d'honorables ingénieurs. Je pense que c'est lié aussi à notre éducation. Donc moi, je suis un épicier en école de commerce, donc j'ai pas la chance d'avoir ce diplôme. Mais j'ai probablement, je fais l'hypothèse, été formé de la même manière, c'est-à-dire à découper des grands problèmes en petits problèmes et d'y apporter des réponses en silo. Et ça fait la climatisation. Ça fait des clients qui me disent « Antoine, t'inquiète pas, moi j'ai un centre commercial, les températures augmentent, mais j'ai de la clim, donc les gens vont venir se réfugier avec pas mal de fraîcheur chez moi. » Ça, c'est du déplacement de problème. C'est l'exemple bateau, c'est que vous déplacez l'air chaud chez le voisin, pas sympa, et puis ça consomme de l'énergie fossile et ça aggrave le problème d'origine. Le déplacement de problème, il est quasiment inhérent à toute action. Et quand il y a des dirigeants d'entreprises qui disent « j'ai réglé le problème du carbone », vous pouvez être sûr qu'il y a un problème au niveau de la biodiversité, de l'eau, de l'usage du sol. Et le problème n'est pas simplement le fait qu'on a d'autres combats que le carbone à mener, ces fameuses limites planétaires dont vous parliez, mais c'est qu'elles sont complètement intriquées. Et donc on pourrait se retrouver dans la situation où, in fine, on règle le problème du carbone, mais parce qu'on a aggravé la biodiversité, on parlait tout à l'heure des forêts, en fait, on a mis la planète à plat. Et donc la seule façon d'arriver à faire parler cette systémie des limites planétaires, sans faire péter un câble aux dirigeants qui sont dans des bureaux confortables à Paris, c'est de le réancrer dans les territoires. Parce qu'en fait, c'est impossible quand vous dirigez une grande entreprise de faire tenir toutes ces dimensions entre elles dans un PowerPoint. Je caricature un peu le propos. Par contre, dès que vous descendez à une maille très très fine, vous avez des exemples de déplacement de problèmes évités. Donc on repart du terrain. Donc on repart du terrain, c'est la seule façon d'articuler et de repartir des besoins du territoire pour donner finalement une harmonie à toutes ces dimensions. Et je terminerai sur un exemple, parce que j'ai beaucoup bossé sur les Pyrénées-Orientales, qui est un laboratoire intéressant de sécheresse. Ce qui est intéressant, c'est en fait, l'écologie revient à la surface par du social et du conflit. En l'occurrence, il n'y a pas d'eau, il y a eu des sécheresses très graves, des arrêtés sécheresse, plus de piscines. Donc en fait, il y a des dynamiques de conflit, notamment entre le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est un exemple frappant de coopération, c'est quand on creuse le sujet, en fait, on se rend compte que le tourisme pèse 1% des prélèvements d'eau du département, donc ils sont de fait dans une logique de risque assez classique, sécurisés par rapport aux problèmes d'eau. Par contre, si le voisin agriculteur, qui pèse 80% des prélèvements d'eau dans le département, tombe, il va dans la rue, il bloque les routes, le journaliste de TF1 vient, et il n'y a plus de touristes l'année prochaine. C'est un bon exemple qui montre quoi ? Qu'il s'agit de rendre visibles les interdépendances entre secteurs, pour éviter des conflits. Et donc, de fait, là, on est en train de travailler à ce que les secteurs du tourisme financent une étude pour apporter et aider à financer le changement de pratique de leurs voisins viticulteurs et arboriculteurs. Je trouve que c'est un bon exemple où on part d'un risque, d'une dynamique potentielle et latente de conflit, et on arrive, en visibilisant les interdépendances, à plutôt des logiques de coopération. Alors comment on fait justement et par quoi on commence, puisque vous l'avez fait, vous avez commencé à collaborer, à co-construire des projets en repartant du territoire. Peut-être plusieurs exemples. Je vais prendre le premier exemple, c'est l'exemple du fluvial, de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône. Donc la CNR, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi responsable de navigation sur le Rhône, et on a 17 zones industrielles portuaires entre Marseille et
et Lyon. Et donc, on fait la promotion de ces zones industrialo-portuaires, main dans la main avec le port de Marseille d'ailleurs. On promeut le fluvial comme moyen de massifier le transport, parce qu'il faut savoir qu'en France, le secteur qui est le plus émissif de gaz à effet de serre, j'ai bien compris que ce n'est pas tout le problème, hein, mais c'est une partie du problème, c'est le transport. Donc, transporter une tonne via une barge fluviale plutôt que de la transporter via un camion, donc déjà ça fait moins d'embouteillage sur la 7, mais en plus ça émet 4 fois moins de gaz à effet de serre. Donc voilà un moyen de coopération entre CNR et les entreprises pour faciliter on va dire le développement des entreprises dans notre région, parce qu'il faut savoir, et ça on en a tous conscience, que les consommateurs sont de plus en plus diligents sur d'où viennent leurs produits, comment ils impactent globalement les ressources de notre planète. Et je suis convaincue que demain, la question des transports sera aussi une question clé. Donc voilà un exemple que l'on a de collaboration avec les territoires. Un autre exemple que je voudrais évoquer, donc nous sommes une entreprise qui produit de l'énergie à 100% renouvelable. Donc on est un petit gros ou un gros petit, donc les collaborateurs sourient quand je dis ça, puisqu'on représente 12% de l'énergie renouvelable produite en France. Et si on regarde que l'hydroélectricité, on représente 23%. Donc l'énergie renouvelable, par construction, elle est renouvelable, même si bien entendu, quand vous construisez un actif, que ce soit une usine de production d'hydroélectricité, une éolienne ou un parc PV, évidemment, vous utilisez des ressources. Mais ensuite, le fuel, c'est zéro. Donc c'est de la production d'énergie vertueuse. Et ce que nous avons fait depuis 2023, en fait, c'est qu'on a signé des contrats, dans notre jargon des Power Purchase Agreement, avec un certain nombre d'entreprises pour les fournir en électricité renouvelable, de manière à ce que de leur côté également, ils avancent sur le chemin de l'impact de leur activité sur la planète et les ressources de notre planète. Voilà 2 exemples. J'en ai un 3e, mais j'ai peut-être pas le temps. Si, on a le temps, mais on va y revenir. Okay. On va y revenir aux exemples. Moi, je voudrais juste interroger Isabelle Delannoy. Est-ce que ça fait partie, effectivement, des ferments indispensables pour faire naître cette économie régénérative dont on a parlé tout à l'heure? Oui, mais je pense que vous êtes un exemple typique parce que l'eau est cruciale. On voyait les industries majoritaires d'Ora, de Rhône-Alpes, enfin Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez donc la chimie, ça a besoin d'eau. La mécanique ou l'industrie, ça a besoin d'eau. Évidemment, c'est une grande région agricole et d'une agriculture diverse et qui fait aussi la qualité du territoire, qui a besoin d'eau. Et donc, si on ne coopère pas autour de ces ressources vitales, qui ne sont pas seulement les solvants pour les entreprises ou le liquide de refroidissement, etc., mais qui est aussi la source de la vie, quand même, on l'oublie toujours, eh bien, on ne va pas y arriver, en fait. On va arriver à des ruptures d'approvisionnement, des ruptures de recharge des nappes, et tout cela nécessite une compréhension fine de son territoire. Par exemple, quand vous parliez d'hydrologie régénérative, qui insiste beaucoup sur et les Pays-Bas sont en train de le faire en ce moment, justement parce qu'ils sont confrontés à des problèmes d'eau énormes, on le sait. Eh bien, c'est de refaire les méandres des rivières, qui vont permettre en fait de réapprovisionner la nappe parce qu'on ralentit le cours de l'eau, qui va permettre en fait de réapprovisionner la nappe et du coup de pouvoir réalimenter les agriculteurs et qui doivent eux-mêmes changer leurs pratiques agricoles pour pouvoir retenir mieux l'eau dans les sols et avoir besoin de moins d'irrigation, etc. Donc tout ce que vous racontez, ce dialogue entre entreprises, entre gestionnaires de l'eau et notamment du tracé des fleuves et des rivières, et agriculteurs, il va devenir vital. Vital parce que, on l'a montré avec H2X, H2X en fait a une énergie le coût d'énergie tend vers 0. Il devient indépendant de l'inflation.
parce qu'il se structure en écosystème. Quand l'eau va devenir très chère, parce qu'elle va devenir rare, si on ne fait pas ces écosystèmes pour comprendre les interdépendances et pour pouvoir gérer ensemble la ressource autour de ces besoins très très précis de coopération territoriale, mais parfois ultra locale, donc pas si complexe en réalité, eh bien, on n'y arrivera pas. Enfin, je suis totalement alignée avec ce que vous dites et c'est exactement ce qu'on fait. J'évoquais le projet à Pierre-Bénite. On reconnecte les Launes, en fait, hein, justement pour redonner on décorsette en fait le fleuve Rhône et on reconnecte les Launes et on sait qu'en ralentissant le débit du Rhône, on va favoriser plein de choses, la biodiversité bien entendu, mais on va aussi influencer toutes les questions d'inondation. Donc c'est bien le type d'action que l'on fait pour améliorer, on va dire, la cohabitation du Rhône et de ses habitants. Et je peux préciser qu'on le fait aussi, bien entendu, avec l'Agence de l'eau. L'Agence de l'eau est partie prenante de ce type de projet. Et juste un dernier point. Donc la CNR a aménagé le Rhône. On a créé 19 marches d'escalier du lac Léman jusqu'à la Méditerranée. Chaque marche d'escalier, c'est une usine hydroélectrique. En faisant ça, on a permis la navigation. Et notamment en 2022, lors de la très grande sécheresse qu'on a eue, on a nos piscines, on va dire, entre le Lyon et la Méditerranée, qui ont permis de continuer à la navigation de se faire, parce qu'on a garanti le tirant d'eau de 3 mètres, et qui a aussi permis de stabiliser la nappe phréatique. C'est un effet, on va dire, de désaménagement qui était prévu pour favoriser la navigation et pour produire de l'électricité, mais ça a aussi eu comme effet vertueux de stabiliser la nappe phréatique et donc de permettre aux agriculteurs de continuer à irriguer en tant que de besoin. Et un dernier point, c'est que dans le cadre de nos missions d'intérêt général, puisque nous sommes une société profondément industrielle, mais aussi d'intérêt général, nous accompagnons en fait les agriculteurs de la vallée du Rhône pour avoir une agriculture plus efficiente, qui consommera moins d'énergie, qui consommera moins d'eau, qui permettra d'avoir de meilleurs sols. Ça fait partie aussi de nos activités et de la collaboration que nous avons avec les territoires. Collaboration qui parfois est voulue, parfois est subie. Je me tourne vers vous, Guillaume Massart, parce que souvent on vient chercher des solutions d'entraide quand on est contraint par un territoire, par tout un tas de problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre seul. Quand on agit, par exemple, pour partager, puisque je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien, partager les immeubles, repenser des immeubles en mode collaboratif, ça aussi, ça fait partie des modèles vertueux dont on est en train de parler ? Oui, bien sûr. Effectivement, donc mon travail aujourd'hui pour la FTI, c'est un opérateur foncier immobilier des zones industrielles. Donc je vais pouvoir repartir de tout ce qui vient d'être dit en fait sur le territoire. Oui, on renature, on le fait aussi en Suisse, on renature des cours d'eau, on redonne de la liberté aux écosystèmes, on les décompresse un peu comme disent nos urbanismes aujourd'hui et nos urbanistes chez nous. Et puis ça a un impact, c'est-à-dire que les aires à bâtir pour tous les types d'aires à bâtir en fait se réduisent. Donc on peut densifier relativement facilement le logement. C'est un peu plus difficile pour l'industrie. Il y a des opportunités là-dedans, mais c'est un peu plus difficile parce que ça va souvent renchérir beaucoup le volet immobilier de la production. Oui, puis je parlais de contraintes. Ici, il y a le zéro artificialisation nette qui aussi... Oui, vous avez cette loi alors qu'on observe nous depuis la Suisse, parce que nous on a une loi sur ce qu'on appelle les surfaces d'assolement, donc qui dit qu'on doit pouvoir produire en cas de crise un certain nombre de denrées alimentaires en Suisse, donc on peut pas déclasser plus de ces surfaces d'assolement, en particulier aujourd'hui à Genève, où on est le deuxième canton exportateur industriel de Suisse, donc on est un gros canton, un gros territoire industriel. Donc on va mutualiser, on va essayer de mutualiser d'abord ce qui est assez facile de le faire et qui peut générer des économies de coûts pour l'entreprise, les parkings, les rampes d'accès, les circulations de poids lourds, les quais de chargement, un certain nombre de lieux de stockage, de moyens de levage, un certain nombre de fonctions, surtout pour des PME et des groupes de moyenne taille comme des cafés
cafétérias, des entrées et autres. Et donc dans l'immobilier, on va pouvoir trouver une forme de rationalité, d'économie. Quand on partage, on va réduire les coûts d'investissement pour les entreprises, mais aussi de complexité. Parce que chaque entreprise va vouloir garder sa liberté de grandir, rapetissir, changer ses productions, développer des nouveaux outils. Et ça, quand on rentre dans des montages mutualisés, on n'est plus maître de tout, c'est conventionné, c'est partagé, c'est co-investi, et ça va aussi créer finalement des rigidités que l'entreprise ne souhaite pas vraiment. Donc on doit jouer là-dessus. On travaille sur des coopératives artisanales, par exemple, qui, elles, permettent de s'affranchir d'une partie de l'augmentation de coûts de la densification des bâtiments industriels. Parce qu'évidemment, des montages immobiliers, on va dire standards, coûtent très cher quand on les densifie, surtout pour des PME qui ont très peu de moyens. Donc la coopérative est un moyen partagé finalement de co-investir et de réduire les marges. Et avec ça, on va trouver un certain nombre de solutions. Mais le pas de la révolution, on va dire, de l'immobilier industriel entre ce qui s'est fait depuis, on va dire, la sortie de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a encore beaucoup de bâtiments industriels qui datent des années 60, 70, 80, 90, pour parler comme en France. Densifier, ça coûte très cher et on a un saut financier qui, nous fait poser beaucoup de questions. Est-ce que l'industrie va pouvoir rester telle qu'elle est aujourd'hui à Genève ? Donc, si je vous suis bien, on est quand même un peu vertueux par besoin aujourd'hui, plus que par raison, sur certaines questions. Oui, je pense que ça contribue à une réflexion. Alors moi je l'ai dit, je crois avant, j'aime pas du tout séparer l'économie de l'environnement ou du social. Enfin, les gens viennent dans un territoire parce qu'il y a du travail. Les entreprises y viennent parce qu'il y a de la formation. On parle ici des grandes écoles d'ingénierie. Et les entreprises après viennent parce qu'il y a des surfaces vacantes à un prix acceptable et parce qu'ils vont y trouver des employés et une qualité de vie qui correspond à leurs valeurs et autres. Donc, et j'oublie plein de dimensions là-dedans, évidemment, c'était pas le but d'être exhaustif. Donc dans tout ça, oui, des fois, on est prêt à rester à un endroit, donc on se plie aux contraintes, et des fois, on agit évidemment de manière volontaire par rapport à sa mission et aux valeurs de l'entreprise. Quel est le problème aujourd'hui? Quels sont les freins qu'il faut encore lever pour qu'on aille vers des modèles peut-être plus vertueux? Est-ce que le fait que ça ne soit pas encore structurel, c'est finalement ça le fond du débat? Je ne sais pas qui veut réagir. Antoine, Isabelle? Alors, elle est hyper dure la question parce que évidemment, faut que tout bouge dans tous les sens. Et c'est ce qui fait que c'est sympa, c'est-à-dire que il va falloir qu'on y aille tous avec notre singularité. Il y a une singularité européenne sur l'écologie, il y a une singularité américaine qui se renforce malheureusement en ce moment, il y a une singularité chinoise et on va avoir besoin de cette diversité pour réussir. Donc j'aime bien l'idée qu'on va composer avec tout le monde. J'aime bien l'idée de la contrainte et un des leviers, c'est l'assurabilité. Quel est le signal que va envoyer l'assureur pour que les choses se fassent? Et donc, un des petits rêves que je vous confie, sur lesquels on est en train de travailler, et vous savez, il y a beaucoup d'inondations dans le nord de la France, et donc j'ai beaucoup visité certains habitants, et stupéfaction de voir que les bâtiments, pour la plupart, ou les pavillons, sont reconstruits à l'identique après l'inondation. La prise électrique, elle est à 10 cm du sol, c'est pas une caricature. Et donc là, l'enjeu peut-être, c'est de dire un assureur qui dit, et des assureurs qui se mettent ensemble sur un territoire donné, par exemple Montreuil-sur-Mer, et qui disent, je vais, en tant qu'assureur, assumer d'avoir un prix abordable de l'assurance habitation à 15 ans, sous conditionnalité de coopération. Et là, en l'occurrence, la coopération qu'on peut imaginer, c'est une coopération entre des constructeurs, des promoteurs, des collectivités locales pour l'aménagement, qui vont créer les conditions indirectes d'un territoire qui va rester viable. Et sur l'agricole, on a le même sujet. Et là, je rejoins sur votre question sur la vertu. Quand on parle aux agriculteurs, ils ont tous envie, comme nous, de faire des choses bien dans la vie, mais fondamentalement, ils n'y arrivent pas économiquement, ils n'y arrivent pas en qualité de vie, ils n'y arrivent pas en revenu. Quand vous prenez un compte d'exploitation d'un agriculteur, le revenu de l'agriculteur, c'est à la fin, c'est pas compté dedans. Donc en fait, ils ne se payent pas, pour la plupart d'entre eux. Et donc ce qu'on est en train de travailler, c'est revenir à l'essence de notre métier. Donc on n'est pas en train de réinventer l'assurance, on est en train de revenir à l'essence mutualiste des assureurs il y a quelques siècles, qui est des principes de non-lucrativité, de démocratie directe et de solidarité, et de se dire qu'est-ce que ça veut dire sur un territoire donné de garantir un revenu minimum à l'agriculteur. Ça, c'est une bonne question.
Et quelle est la conditionnalité qu'il faut mettre entre acteurs, travaux agricoles, filières, pour arriver à préserver ça? Parce que je rejoins ce que dit Isabelle. En fait, si on n'a pas, ou ce que dit Guillaume aussi, si on n'a pas des gens sur le territoire qui ont de quoi vivre, donc le social, en fait, on peut faire toutes les bonnes promesses qu'on peut faire sur l'écologie, on n'y arrivera pas. Et donc, tout ce sur quoi on travaille, nous, en tant qu'un peu laboratoire sur ces jeux d'assurabilité, c'est de poser une contrainte très forte, le revenu minimum pour un agriculteur dans un territoire donné, et de voir le geste de coopération à réussir pour honorer cette promesse sur un moyen terme et pas uniquement sur l'année qui vient. Vous avez tous pris des exemples différents. On voit bien que ça existe, hein, que ça et là, les choses sont en train de bouger. Comment on fait, et je vous invite tous évidemment à répondre, comment on fait pour passer à l'échelle? Parce que c'est ça finalement la véritable problématique. Je disais, on n'est pas dans quelque chose de structurel. En fait, aujourd'hui, tout ça, c'est de l'ordre de l'expérimentation ou du bon sens à l'échelle locale. Pour que ça devienne véritablement un mouvement d'ampleur, il faut que ça grandisse, il faut pouvoir essaimer. Est-ce qu'on passe par des expériences pilotes, Isabelle, par des territoires pilotes? Est-ce qu'on fait en sorte que dans les entreprises, ça ne soit plus que des queues de budget, qu'on essaye de doper un petit peu tout ça? Oui, je crois que vous avez donné tous les mots-clés. Il y a une chose dont on doit se défaire, c'est le passage à l'échelle. En fait, c'est plutôt, en effet, faire du nombre. C'est-à-dire que tout ce dont on parle semble très complexe. Ok, oui, c'est complexe. Ça demande des relations avec plein de monde, mais c'est pas compliqué. C'est complexe, c'est des liens. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de faire avec le système qu'on a, qui est fait pour de la globalisation et pour être gros, avec quelque chose qui rompt de toutes parts. En ce moment, ça, c'est très compliqué. Mais quand on part du territoire, de ces ressources locales, on se rend compte en fait que finalement, rentrer dans une économie régénérative de ces ressources, c'est tout simplement adopter des pratiques régénératives. C'est-à-dire, avec des acteurs, faire de la mutualisation de biens et des services. Et en effet, moi, je trouve ça une bonne nouvelle que les acteurs le fassent pour des raisons économiques, parce qu'en plus, c'est le premier facteur de diminution des gaz à effet de serre, la mutualisation. Donc tant mieux. Si en plus c'est les deux, tant mieux. Pour l'agriculture, c'est remettre de l'eau dans les sols, réavoir des sols fertiles. Le coût de restauration des sols en ce moment, ça se chiffre en milliards d'euros rien que pour la France. Hein. Donc c'est absolument énorme. Donc et puis c'est de voir. Un ami Ernst Zurcher, qui est un forestier suisse, qui est vraiment qui enseigne à l'école de Zurich, etc., l'école polytechnique de Zurich, qui dit que je trouve absolument génial. Il dit, pensons à la loi de Pareto. Il dit, la loi de Pareto, c'est 20% des causes produisent 80% des effets. Et il ajoute, mes étudiants préférés, c'était ceux-là. C'est ceux qui travaillaient 20% pour avoir 80% de la bonne note. Et si on applique ça à la transition, c'est la même chose. C'est beaucoup plus atteignable qu'on ne le croit. C'est-à-dire, trouvons les 20% de points clés, de points d'acupuncture clés, de leviers clés qui nous permettront d'avoir 80% des effets. Ensuite, et je termine parce que c'est en effet un changement culturel, mais c'est quand on fait des ateliers, par exemple, où vous reconnaissez ce qu'on appelle les régénérateurs, ceux qui ont des pratiques régénératives. 10-15 personnes dans un atelier, et ensuite on dit, bon ok, voilà, qui applique ces pratiques régénératives socialement, écologiquement, économiquement, techniquement sur votre territoire? Chaque fois, on trouve 100, 120 personnes ou organismes identifiés, professionnels identifiés ou associations. C'est-à-dire qu'elle est tout autour de nous, mais en effet, il faut la relier. Et il faut la rendre peut-être davantage visible. Davantage visible, et comme vous disiez, c'est de créer, nous on croit en ça, c'est des expérimentations qu'on voudrait mener aujourd'hui, c'est de créer des écosystèmes régénératifs territoriaux à partir d'une vingtaine d'acteurs, de grandes entreprises, de petites entreprises, de collectivités territoriales. Voilà. Si vous êtes intéressés, on est là. Parce qu'il faut faire ces expériences et il faut les documenter. On a un problème, c'est que la recherche, malheureusement, ne sait pas emparer
du régénératif. Donc, c'est des acteurs privés qui l'apportent. Et on a besoin absolument de documenter les expériences. Donc, les écoles, on en a vraiment besoin aussi, les universités, pour pouvoir les répliquer. C'est là que je voulais en venir, parce qu'effectivement, l'ingénierie a un rôle essentiel à jouer dans tout ça, pour montrer finalement l'efficience de ces nouveaux modèles et des outils qui existent, qui sont à notre disposition. C'est ce que vous faites à la CNR, c'est aussi ce que vous faites, Guillaume. Donc vraiment, aller engager peut-être davantage de jeunes à venir dans ces métiers pour aider à cette transformation. Ah oui, bien sûr, parce que dans tous les exemples que j'ai dit, derrière tous les exemples que j'ai donnés, il y a des ingénieurs, il y a de l'ingénierie. Moi, je voudrais revenir juste sur la question de l'exemple. Moi, je crois beaucoup à l'exemple. Je ne crois pas effectivement au one fits all. Et je pense que c'est effectivement l'évolution des pratiques, le régénératif, même si ce mot est nouveau pour moi, viendra en effet des expériences qu'on peut avoir sur les territoires. Donc, un autre exemple que je voulais partager, c'est on a travaillé, donc nos ingénieurs d'ingénierie de CNR ont travaillé sur du génie écologique, donc une forme d'ingénierie aussi. On a travaillé avec des syndicats mixtes donc, de l'Ouest lyonnais, un exemple. Un autre exemple avec un syndicat mixte autour de la ville de Grenoble, qui ont travaillé autour de 2 cours d'eau, de manière à faire des aménagements qui visent pour l'un à limiter les inondations, ça c'est l'Ouest lyonnais, et pour l'autre à éviter que la ville de Grenoble ne soit inondée. Et donc ce type de projet, c'est des projets qui sont que moi j'aurais pas imaginé il y a 35 ans quand j'ai choisi d'être ingénieur, parce que je suis un ingénieur. C'est un type en fait d'ingénierie qui est entre guillemets, enfin qui est pas nouveau, hein, mais qui est voilà particulier, tout ce qui est le génie écologique. Et sur ces 2 projets d'ailleurs, on a la chance d'avoir en travaillant avec les territoires gagné des prix qui nous ont été accordés lors du dernier Salon des maires. Donc ce type d'exemple où on a des territoires qui se sont emparés de la question de l'inondation et l'assurabilité, vous avez raison, pour moi c'est clé et ça va être vraiment un levier de transformation. Parce qu'à partir du moment où on aura des usines qui seront plus assurables, des collectivités qui seront plus assurables, je pense qu'il va falloir que collectivement on va se rendre compte qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Donc oui, pour tous ces magnifiques projets, on a besoin d'ingénieurs. On a d'autres projets chez nous qui sont plus bling-bling. Hein, quand on parle de... Ça marche aussi. Et oui, ça marche aussi. Quand on dit que CNR a très près d'ici, hein, dans le laboratoire que nous avons sur le port de Lyon, un laboratoire où nous faisons des modèles physiques, parce qu'à un moment donné, la modélisation mathématique a ses limites. On a besoin de modèles physiques pour caler les choses, et on est en train de modéliser les écluses de Panama, les anciennes, celles qui ont 110 ans, victimes du changement climatique, puisqu'il n'y a plus assez d'eau en fait pour faire fonctionner les anciennes écluses comme on voudrait le faire. Donc de très très nombreux projets de toute nature, et c'est ça qui est formidable, hein. C'est dans une ETI comme CNR, on a du génie écologique, on a de l'ingénierie du génie civil, de l'électromécanique, bien sûr beaucoup de choses autour du digital, et on a besoin d'ingénieurs, hommes et femmes, et là ça va être mon petit quart d'heure. Il n'y a pas assez d'ingénieurs femmes, et je comprends pas que finalement en moyenne par rapport à il y a 30 ans quand j'étais en école d'ingénieur, le taux de femmes, le taux de féminisation, il n'a pas évolué. Je sais pas ce qu'il faut faire pour que les femmes aillent vers les études scientifiques, mais là je lance un appel. Voilà. Je pense que c'est important. C'est important, effectivement, et je crois qu'une partie du problème se situe en amont. Donc, c'est en cours de régularisation, paraît-il. Je voulais me tourner vers vous, Guillaume, parce que c'est vrai que c'est important, la force des exemples. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit il y a des exemples comme ça chez nous qui peuvent peut-être être partagés. Je pense au secteur de l'horlogerie. On pourrait se dire, chacun veut garder ses secrets de fabrication, ne pas partager. Et pourtant, en Suisse, où l'horlogerie est reine, on arrive à mutualiser sur certains campus une partie des savoirs.
Oui, on y arrive. On avait aussi une discussion hier soir avec Pascal ici sur les formations au sein des entreprises. Les grandes entreprises peuvent avoir leurs propres écoles. Les entreprises de taille moyenne, elles peuvent peut-être le faire en mutualisé. Et les petites, elles ont de la peine à le faire en général. Mais ce qui est clair, c'est que la formation partagée, l'excellence dans un domaine, elle ne vient pas d'un seul fleuron sur un territoire. Elle vient d'un ensemble. Alors c'est vrai que la région genevoise est un leader mondial de l'horlogerie de luxe. Ça s'est fait en des décennies d'artisanat extrêmement pointu, de formes de pacte de non-agression entre les grandes maisons de l'horlogerie, et aussi un investissement dans des écoles partagées avec des personnes qui très reconnues dans leur métier, qui acceptent un moment de sortir d'une maison pour aller former d'autres, pour partager ces savoir-faire, et ils sont remerciés pour ça. Donc ça, ils sont reconnus aussi pour ça, par un certain nombre d'événements, par un certain nombre de démarches qui sont mises en place. Donc oui, je pense qu'on peut partager un certain nombre de savoirs tout en gardant des secrets de fabrication. Dans d'autres domaines, je pense que c'est plus difficile. Moi, je pense aujourd'hui à tout le domaine de la programmation de machines de précision, dans lequel l'IA vient aussi aujourd'hui donner une nouvelle dimension aux optimisations des outils de pointe ou de technologies de pointe. Ça, c'est plus dur. Déjà, en tout cas à Genève, on a de la peine à former des gens pour ça. Et ensuite, évidemment que les savoir-faire qui sont acquis, alors cette fois dans l'entreprise, on a évidemment l'entreprise ou la PME extrêmement pointue, leader européen ou leader mondial de son domaine, va avoir beaucoup de peine à partager ces formations, le comprend. Donc ça va vraiment pour nous dépendre, dans ma connaissance, dépendre de la taille et de la position, de la structure, de l'histoire d'un secteur industriel sur un territoire, cette capacité d'ouverture. Et il y a toujours possibilité éventuellement d'aller mettre en commun des briques pour pouvoir et puis, aller vers. Il y a tout un arsenal, et il y en a sur tous les territoires en France aussi. Il y a tout un arsenal de soutien à l'innovation, d'ouverture vers des petits financements, d'amorçage, puis des financements plus gros, puis des structures qui peuvent être mises en place pour accompagner, qui sont extrêmement importantes pour garder les liens, pour créer la confiance. C'est aussi un facteur quand même de maintien de l'industrie sur des territoires aujourd'hui très chers en Suisse, on le cache pas, dans les conditions calmes, mais surtout dans les conditions salariales et sociales. Et donc on doit être exemplaire, on doit être meilleur que tous les autres sur ces points-là pour maintenir nos activités. La question de départ, c'était comment on arrive à faire en sorte que les industries d'un même territoire travaillent davantage ensemble. Qu'est-ce qui manque finalement aujourd'hui, et ma question s'adresse à chacun d'entre vous. Je commence par vous, Antoine. Il y a quelque chose qui manque, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, tout le monde en parle, mais c'est la résilience. Personne ne modélise la résilience. Je fais le pari devant vous de m'apporter un compte d'exploitation. Vous avez le sentiment d'avoir une vision, d'accorder tout le crédit qu'il faut au fait d'être résilient et pérenne. Et l'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du recyclement d'eau, du recyclage d'eau, désolé pour l'affreux français, d'usine. Et donc, typiquement, la décision financière dans les entreprises, elle s'opère dans une logique d'optimisation de flux. Et donc, un directeur financier va accepter, consentir à investir pour recycler l'eau de son usine industrielle à partir du prix de l'eau, de manière assez linéaire en fait. Je caricature, mais à peine, parce que j'ai des exemples vécus. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à le faire raisonner différemment, ce directeur financier. Et d'arriver à lui dire, mais si on modélise le nombre d'arrêtés sécheresse sur un département à venir dans les 20 prochaines années, si on regarde le coût associé en termes d'arrêt de production pour toi, eh bien en fait, ce qui te paraissait non viable économiquement en termes de TRI, de retour sur investissement, c'est-à-dire d'investir pour ce recyclage, tout d'un coup, ça devient évident. Et donc je pense que j'avais parlé aussi avec la patronne de Bell, qui fait du fromage, qui m'avait dit qu'elle avait eu le courage à une époque de lancer dans un projet de méthanisation en Afrique du Nord. Et tous les financiers autour lui avaient fait un modèle financier avec hyper bien ciselé, avec plein d'hypothèses sur le prix de l'énergie, et lui montrer qu'en fait, c'était pas rentable. À un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre du leadership qui dit, si, moi je pense que c'est une clé pour la résilience, et l'histoire lui a évidemment donné raison avec les conflits qu'on a eus en Europe. Tout d'un coup, quand vous avez une crise ou quelque chose qui vous tombe dessus, toutes les hypothèses financières deviennent caduques. En fait, on n'est plus linéaire, on est en scénario. Et donc, je fais le souhait, pour répondre à votre question de l'échelle, pas du tout que des crises nous tombent dessus, mais petit à petit, un peu, de fait, les Suisses sont un modèle de résilience, au milieu de l'Europe, en interaction et de fait avec leur identité, qu'en fait, on arrive par ce chemin des crises, au moins à en sortir quelque chose qui nous fasse réaliser le prix qu'on doit donner à de la résilience. Tant qu'on n'a pas donné de prix vraiment véritablement, et par prix, j'entends
monnaie sonnante et trébuchante, ça va être compliqué de passer à l'échelle et donner du crédit à tout ce qu'on est en train de raconter. Oui, le prix, c'est pas forcément effectivement du sonnant et du trébuchant, c'est de la valeur aussi, et de la valeur pour un territoire ou pour les hommes qui y vivent. Qu'est-ce qui manque si on veut accélérer encore? Je vais dire un peu la même chose que vous, c'est cesser d'avoir une mémoire de poisson rouge, parce que on est très fort pour ça. Non, mais individuellement. Il faut commencer par cesser de l'avoir individuellement et après au niveau des entreprises. Et c'est effectivement avoir une vision moyen terme versus court terme. Et c'est pas facile. C'est pas facile quand on est dans une entreprise, de se dire. Mais la question de la résilience est en effet clé. Et moi, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Je crois vraiment à la vertu de l'exemple. Et c'est la somme des exemples ancrés dans les territoires que nous pourrions avoir, couplés avec cette nécessaire vision moyen terme de la pérennité de l'activité, de la pérennité d'une collectivité, de la pérennité de la vie en société, qui va faire qu'on va réussir. Mais c'est pas simple de ne pas se concentrer sur l'année qui vient, mais de réfléchir, comme vous l'avez dit Antoine, à qu'est-ce qui se passe dans les 15 ans qui viennent. C'est pas facile. Guillaume Massard. Oui, j'aimerais amener deux échelles encore à discussion, parce qu'on parle pas mal des grandes entreprises, mais les territoires sont souvent constitués essentiellement de PME, de PMI, moi je prends souvent cet exemple, je me mets dans la peau d'un chef d'entreprise peintre en bâtiment de 30 employés. S'il se met à utiliser des peintures plus écolo que les autres, il est plus cher, donc il perd tous ses contrats. Il se met à donner des conditions sociales parce qu'il investit dans un cadre de travail, il est plus cher, donc moins rentable, potentiellement il survit pas. Donc on a cette question-là qui me semble extrêmement prégnante dans l'économie régénérative, c'est qu'est-ce qu'on offre, comment on accompagne chaque chef d'entreprise dans sa réalité à lui. Parce que le peintre en bâtiment, il a la tête dans le guidon, il doit trouver du boulot tous les jours pour ses 30 peintres. Sinon, c'est chômage technique. Et donc, et les marges, je le sais, sont extrêmement faibles. Et après, on va retourner vers le citoyen. Ça, c'est la deuxième dimension, parce que on l'oublie un petit peu. Ça a été très brièvement mentionné avant la démocratie directe, la capacité au peuple de s'exprimer. Alors, je vais faire ce que je me permettrais pas de faire si j'étais sur mon propre territoire, c'est une petite digression politique, parce qu'évidemment, c'est pas mon rôle, mais je vais me le permettre ici. La préoccupation du citoyen suisse, la première, c'est l'environnement, c'est la qualité de vie de son environnement. Pourtant, le principal parti politique élu en Suisse est un parti complètement anti-durabilité et anti-décarbonisation. Je ne parlerai pas de ces autres orientations politiques, c'est pas le but ici. Mais donc on voit bien qu'on a un antagonisme assez grand entre des préoccupations, on va dire, des aspirations de certains de la population et factuellement votre porte-monnaie à la fin du mois, votre capacité à aller travailler facilement. Si on n'a pas tellement parlé de mobilité aujourd'hui pour se rendre à son travail. Et donc tout faux pas ou pas un peu trop grand, un peu ambitieux peut-être des fois, malheureusement peut-être un peu trop ambitieux. Nous, on le voit à l'échelle communale, cantonale chez nous qui serait le département ou fédéral, ça se paye dans les urnes, en particulier pour les partis écologistes du jour au lendemain, et on peut revenir très facilement 10 ans en arrière. Et ça, c'est un risque de la démocratie directe. Il y a plein d'autres qualités à la démocratie directe, donc c'est vraiment la démocratie est le meilleur modèle politique à l'exclusion, enfin le pire à l'exclusion de tous les autres, comme ça c'est dit parfois, mais on doit trouver les solutions pour chaque citoyen. Donc si je vous suis bien, et Isabelle, je voudrais que vous preniez votre micro, c'est que finalement, si on veut que ce mouvement soit d'ampleur, il faut que ça parte aussi du citoyen, il faut engager le citoyen. Et c'est peut-être ça la clé. Il faut vraiment partir des besoins pragmatiques, c'est-à-dire des besoins de trésorerie pour les entreprises, de marché, de diminution des charges, d'accès aux matières premières, de qualité de vie pour les citoyens, d'emploi. On ne peut pas développer ici, mais en fait, on souffre On souffre d'une image de l'écologie comme un coût. Dès qu'on est dans des modèles de substitution, où, par exemple, pour la peinture, vous allez juste changer une peinture polluante qui dispose d'une grande filière bien structurée avec plein de capitaux
et plein de trésorerie à côté d'une peinture écologique qui crée sa filière avec des petits acteurs, etc., et qui est forcément plus cher, forcément, là, vous allez avoir une logique de coût où l'écologie est un coût. Sauf si je veux refaire mon appartement, je veux une peinture écologique et du coup, voilà, c'est-à-dire exactement mettre finalement la petite graine, quoi. Mais est-ce que vous en avez les moyens? En fait, vous allez vous organiser autrement. C'est des questions d'organisation. Monsieur le président de Syntec tout à l'heure disait que vous étiez en avance de phase sur les grandes tendances. Vous avez montré que aujourd'hui il fallait de l'investissement sur l'immatériel, sur les infrastructures sociales. C'est-à-dire que on comprend quand on fait des tuyaux de cuivre ou de plastique, etc., que c'est de l'investissement, c'est matériel. On ne comprend pas aujourd'hui que investir sur les infrastructures sociales pour permettre cette coopération, cette mutualisation dont vous parlez, cette coopétition, eh bien, on les met dans les charges de fonctionnement. Donc ça nous coûte très cher. Or, il faut investir là-dessus. C'est de l'investissement. Et aujourd'hui, les collectivités territoriales, moi j'ai vécu longtemps à Roubaix, qui est la ville pionnière de l'économie circulaire en France et la ville pilote de l'économie circulaire française pour l'Europe. Donc il y en a 12 en Europe, c'est la seule française. Tout ça, ça vient de la collectivité qui a réussi à tout simplement, par exemple, faire des after-work tous les mois. Les troisièmes mardis du mois, vous avez un after-work à Roubaix, si vous voulez y aller, qui réunit les acteurs du zéro déchet, de l'économie circulaire. Aujourd'hui, ils considèrent qu'1 euro investi dans le circulaire crée 11 euros de chiffre d'affaires et de valeur élargie, de performance élargie. Parce que vous avez créé un écosystème où la valeur circule. Vous avez un cercle vertueux. Vous créez un cercle vertueux. Vous prenez l'exemple d'H2X, on pourra en donner plein. Lorsque vous créez, vous avez commencé aussi à sortir des exemples où on a des problèmes de gouvernance, ça c'est vrai, qui peuvent être contraignantes, mais en fait, quand on répond aux besoins des acteurs, qu'on les structure en écosystème, au niveau d'un territoire, où on se rend compte que 80% des besoins, ce que vous disiez tout à l'heure, de fourniture, etc., vos besoins peuvent être répondus en général à 80% en proximité, eh bien, vous changez la donne. Vous alliez la performance et la résilience, ce qui est impossible dans l'économie classique. Donc, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment, et désolée d'avoir été longue, je me suis un peu perdue, mais c'est de voir ça comme une opportunité, de voir ça comme des nouvelles sources d'innovation, parce que on ne sera performant en Europe que si on propose une nouvelle voie. Et cette voie, c'est des savoir-faire qu'on va pouvoir exporter ailleurs dans le monde, parce que ce que vous faites sur un territoire donné, demain, vous pouvez aller l'exporter dans les autres bassins versants, parce que vous avez su créer des écosystèmes locaux qui vont devenir résilients et performants, et les entreprises avec. Et ça, c'est vraiment notre voie d'avenir, et la troisième voie qu'on cherche en Europe. Merci à tous les quatre pour ce débat. Enfin, je ne sais pas si c'était un débat, mais en tout cas, c'était un échange d'idées très argumenté et avec beaucoup d'exemples. Et c'est ce qu'on attendait aussi de vous. Merci de nous les avoir partagés. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez des micros devant vous avec un petit bouton. Si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, c'est le moment. On a pris un petit peu de retard, donc je vous demanderai d'être assez court. Mais il nous reste une dizaine de minutes pour vous entendre et n'hésitez pas, levez la main si vous avez des questions et il vous suffira d'appuyer sur le bouton de votre micro pour pouvoir échanger directement avec nous. Bonjour tout le monde. Bonjour. Guillaume, pourquoi ne pas nous avoir parlé des stratégies écoparcs industriels sur le canton de Genève et cette résilience entre acteurs économiques ? Merci Denis, merci de t'être lancé. On a une collaboration très bonne et depuis une dizaine d'années avec le CIRID aussi à Saint-Étienne sur les plateformes d'économie circulaire. Mais ça me donne l'occasion, effectivement, une des dimensions qu'on n'a pas abordées, c'est celle de la gouvernance participative qu'on a dans les zones industrielles à Genève, qui constituent en fait des groupes volontaires avec des représentants d'associations d'entreprises, les collectivités locales, donc les communes et les collectivités cantonales, avec un certain nombre de politiques publiques autour de la table
table. C'est un lieu d'échange, c'est pas un lieu d'application forcément de loi, c'est plutôt un lieu de dénonciation d'envie, de besoins, de projets. Et on se charge ensuite de trouver les moyens pour les pousser. Donc en ouvrant des portes vers d'autres organisations ou en les portant nous-mêmes dans certains cas. C'est vraiment la démocratie participative à l'échelle de la zone industrielle. Ça porte bien ses fruits. On est en tension, là aussi, on est en tension entre renaturer le cours d'eau qu'on avait enterré dans les années 60 sous la zone industrielle pour créer une zone de détente pour les employés et maintenir une logistique performante pour approvisionner les entreprises et pas renchérir leurs coûts. Mais ces tensions, elles viennent et elles s'expriment. Et je pense que c'est vraiment un de ces bénéfices de ces écoparcs. Au-delà ensuite d'un certain nombre d'actions, décarboner les zones, essayer de trouver les meilleures entreprises aux meilleurs endroits. Donc là aussi, en étudiant un peu les chaînes de valeur, en étudiant les bassins de marché des entreprises, en étudiant la place de leurs concurrents sur le territoire. Ça, c'est certaines de nos missions à la FTI, justement. Donc, on a toutes ces thématiques-là. On essaye d'organiser vraiment ce territoire-là de manière performante et on le fait main dans la main avec les acteurs clés du territoire et les entreprises. On essaye, en tout cas. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile, mais ça fonctionne apparemment. Donc, on a des succès, effectivement. Merci beaucoup pour cette première question. Merci surtout de vous être lancé. Qui veut prendre la parole? Bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué votre exemple avec vos 2 filières de peinture, avec une filière non structurée, plutôt écologique, et une filière structurée qui détient des capitaux. Est-ce que parce que du coup, l'enjeu, vous l'avez dit, c'est s'axer aussi sur l'économie. On ne peut pas décorréler économie, écologie, sociale. Si on veut faire migrer ces capitaux-là vers des structures qui sont aujourd'hui plus écologiques, est-ce qu'il faut plus s'axer sur des politiques incitatives avec des aides ou plutôt un peu punitives avec des taxes ou un peu des deux? Merci. Qui veut se lancer? Alors, je crois qu'on a la réponse. Je me lance. Alors, je pense qu'il faut les deux. Enfin, moi, je crois à l'incitation. Donc voilà, j'ai failli tout à l'heure parler du réglementaire, mais oulala, quand on parle du réglementaire, il faut faire attention parce que je sais que moi, dans mon industrie, notamment pour tout ce qui est développement éolien photovoltaïque, on trouve parfois qu'il y en a trop. Mais je pense que inciter, effectivement, c'est par ça qu'il faut commencer. Comme au début, on se souvient des biocarburants, il y avait l'incitation à mettre une partie de biocarburants, enfin de carburant bio dans l'essence, de manière à le qualifier de carburant vert. Donc il y avait cette incitation. Après, si ça ne fonctionne pas, il y a la norme qui vient jouer la voiture balai. Mais la question est difficile parce que finalement le diable est dans les détails. Mais commençons par l'incitation. Qui dit incitation dit, et ça a été dit tout à l'heure, il faudra que le consommateur ait envie de la peinture bio, enfin la peinture qui respecte la planète. Voilà, donc... Et puis si ça marche pas et si on est convaincu que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, alors la norme qui pour le coup est plus punitive. Voilà ce que je veux dire, mais je le dis avec beaucoup de prudence parce que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais un bon mélange des deux quand même. Moi, je suis parti. On doit interdire certaines substances dans notre industrie, on doit interdire certaines substances dans nos logements, et ça a été fait, et ça doit encore se faire. Mais attention, enfin, justement, je le dis volontairement, je le pose ici, l'interdiction, c'est aussi dangereux, ça a des effets rebonds sociaux, ça a des effets rebonds économiques, ça a des effets rebonds politiques, je le mentionnais avant. Donc, de l'autre côté, il faut amener de l'ouverture, il faut amener de la compréhension, il faut amener de l'accompagnement, il faut amener des bons exemples, il faut amener même des fonds pour aider à la restructuration, il faut amener plein de choses, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il faut que ça puisse se faire de manière transitionnelle.
Juste un complément, parce que pour moi, ça a été cité tout à l'heure. En fait, ce qui est important, c'est les investissements, les financements. Donc, c'est convaincre les financeurs, pour moi, avant tout. Vous l'avez dit tous les deux, vous avez des critères d'achat. Maintenant, vous mettez des critères d'achat chez vos fournisseurs. AXA Climate, vous allez vers des critères pour l'assurabilité. Donc, tu as dit de coopération. Et ça, pour moi, c'est à notre échelle. Aux échelles des entreprises et de commencer à mettre des critères de durabilité. Alors un assureur a un effet levier énorme, mais c'est déjà un premier pas pour permettre la structuration de ces filières et la structuration du régénératif, parce que du coup vous créez des écosystèmes d'entreprise. Je propose qu'on prenne peut-être une dernière question. Nous sommes censés faire une petite pause pour se retrouver à 11h15. Est-ce que nous avons... Ah, je vois une main se lever au fond. Oui, ça rejoint légèrement la question d'avant aussi. On a beaucoup parlé d'économie et écologie qui sont intimement liées. Et je me demandais à quel point est-ce que des décisions écologiques peuvent être prises même si elles ne sont pas rentables à première vue, si elles de manière économique. Tu évoquais, je crois, Guillaume, par exemple les pollutions aiguës, tout ce qui est polluant éternel, les fluors, enfin tout ce qui pollue l'eau par exemple. On peut penser légitime qu'il y ait un régulateur qui se préoccupe de les interdire, même si économiquement ça va avoir un impact négatif sur les filières. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'exemples où, et ça je pense que c'est le rôle du politique, de fixer cette ligne entre l'économique et le social. Et moi c'est le petit conseil aussi que j'avais, c'était... Essayez, je m'efforce aussi de le faire un peu comme le poisson rouge, c'est pas facile tous les matins, de relier ça à la santé humaine. En fait, tous les sujets, in fine, ils reviennent, je crois que l'introduction, ça a été dit, in fine, ça revient sur nous. Et donc, nous, on a la chance d'être un assureur AXA aussi santé, et donc on fait des liens hyper intéressants, par exemple sur les pesticides. Pesticides, on en parle beaucoup pour le sol, on en parle de plus en plus pour la santé humaine. Le CO2 a un impact sur la santé humaine avec les vagues de chaleur. Donc en fait, tous les chemins mènent d'une certaine manière à notre corps et à l'impact qu'il a sur le corps. Et ça peut être un levier aussi sur le débat public d'en faire un sujet de santé. Et peut-être, en prenant un pas en arrière, je vais répondre avec le modèle de CNR. La concession du Rhône, elle a été étendue jusqu'en 2041, elle devait s'arrêter en 2023, donc par une loi, la loi aménagement du Rhône. Donc le politique, quand il a discuté cette loi, a prévu que dans notre cahier des charges, il y a un certain nombre de missions d'intérêt général, donc qui sont des plans quinquennaux, les plans synchrones. Et ce sont des projets que nous devons accompagner. Nous devons dépenser 165 millions d'euros tous les 5 ans sur ces projets, divers axes, donc les énergies non matures, la navigation, l'agriculture, la biodiversité et l'accompagnement des territoires. Donc le politique, via cette loi, a prévu qu'on développe un certain nombre de projets qui ne seront pas rentables, parce que le principe c'est que si ils sont rentables, on n'accompagne pas ces projets, mais ça permet d'initier un certain nombre de choses dans les 5 axes que j'ai évoqués. Donc voilà, pour avancer dans cette direction, il y a un choix politique qui a été fait sur l'exemple de CNR, mais qui pourrait être reproduit en effet dans d'autres entreprises, dans d'autres bassins versants. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'avoir lancé cette journée de débat. Je vous propose que nous fassions une petite pause et on se retrouve à partir de 11h15 pour continuer avec la deuxième table ronde.